En cette journée de Noël, une tasse de chocolat chaud entre les mains, je sens un brin de nostalgie m'envahir. Pas vous ? C'est une période particulière, l'air est chargé d'une certaine magie. On a envie d'histoire et de bons moments. J'ai donc envie de vous raconter une histoire, mon histoire. Je me souviens du petit garçon que j'étais, avec des rêves bien plus grands que lui. J'étais fasciné par les images qui défilaient à la télévision. Et donc, le moment me semble parfait pour revisiter avec vous mon histoire, pour vous la raconter, comme on lirait un conte, au coin du feu. Le genre de récit fait de petites victoires, de rencontres inattendues, des épreuves aussi, mais toujours avec un brin de magie qui m'a accompagné tout au long de mon chemin. Ce soir, laissez-moi donc vous emmener vers mes souvenirs, là où chaque étape de ma vie a mené le chemin d'un gamin vers le monde merveilleux des images de l'audiovisuel. Je suis né en août 1984 dans les Hauts-de-France. À l'époque, on appelait ça le Nord-Pas-de-Calais. Je viens d'une famille dite de classe moyenne, mais je n'ai jamais manqué de rien. D'une famille de 3 enfants, 2 sœurs. Je suis l'enfant du milieu. Ma mère était caissière et mon père cordonnier. À l'école, j'étais plutôt un bon élève, mais j'ai toujours été un peu dissipé, avec la tête ailleurs. J'étais souvent dans les nuages. En fait, ce que j'apprenais ne me semblait jamais très utile. Comme beaucoup d'enfants, j'ai découvert mes premiers amours pour l'audiovisuel en me perdant dans les images qui passaient sur l'écran de télévision. Il y avait les rires et l'excitation du Club Dorothée, les aventures d'Ici Blabla à la télévision belge. Et dans un registre bien différent, il y avait les émissions de Thierry Ardisson. La magie de toutes ces émissions me captivait. Et la direction artistique si unique d'Ardisson, elle, me fascinait. Ami de l'homme en noir! Ah, ça va? Ça va? Ouais, cool. Oh, t'as vu ce qui se passe là? Tout le monde en parle. Ces moments devant l'écran ont allumé en moi un émerveillement pour les histoires qu'on pouvait raconter en images. L'école primaire passa tout doucement et tout à fait normalement, si j'ose dire. Au collège, mes journées prenaient vie dans les cours de musique et d'art plastique. C'était les seuls cours que j'attendais avec impatience. Ces moments où je pouvais enfin explorer ma créativité. J'ai eu la chance d'avoir une option art plastique dès la 6e et cela jusqu'en 3e. C'est d'ailleurs en 3e qu'un projet a tout changé. La réalisation d'un petit court-métrage intitulé « Les aventures de Jean-Paul ». C'est là que j'ai appris les bases du cadrage, du montage. La première fois que mon œil a scruté dans un viseur, j'ai senti comme un déclic. Comme si, soudain, une porte vers un nouveau monde s'ouvrait, celui où chaque image pouvait devenir un morceau d'histoire. Au lycée, j'ai continué les arts plastiques, choisissant un bac littéraire pour éviter les mathématiques que je n'ai jamais supportées. Pourtant, la plupart des cours ne me parlaient pas et je m'ennuyais terriblement. L'ambiance ne me correspondait pas. Voir mes camarades jouer aux adultes, fumer et boire, tout ça semblait très loin de moi. Mais heureusement, j'étais entouré de quelques amis formidables. Et avec eux, mes week-ends prenaient une toute autre allure. Armé de ma vieille caméra H8, achetée à Conforama, nous transformions la grange de mes parents en petit studio de tournage. Cow-boy, polar, court-métrage poétique. Nous explorions tous les styles sans aucune prétention, simplement par passion. Et même si ces films n'étaient que des essais amateurs, bien sûr, ils allaient m'être fort utiles par la suite. À mes yeux, le bac ne représentait rien d'autre qu'une porte de sortie du lycée. Un moyen d'enfin me tourner vers l'avenir que j'imaginais, loin des cours qui m'ennuyaient. Je pouvais enfin poursuivre mes rêves, loin de l'école et plus près de ce monde d'images et de création qui me fascinait tant, l'université. Mais avant d'ouvrir ce chapitre vers l'université, en 2004, lors d'une journée qui commençait d'une manière catastrophique, je vis une jeune fille sortir du métro. Elle avait ce sourire, simple et lumineux. Ce sourire, pourtant fugace, me marqua profondément. Et ce fut le début d'une grande histoire d'amour. 20 années ont passé depuis cet instant, et ce même sourire éclaire toujours ma vie. Ensemble, nous avons découvert 3 fois les merveilles du Japon, partagé une passion dévorante pour les parcs d'attractions, et bien sûr pour le cinéma. Avec elle, j'ai trouvé bien plus qu'une compagne, j'ai trouvé une âme sœur, une présence qui me comprend mieux que quiconque. Et plus tard, elle deviendrait la mère de mon fils. Et chaque jour, depuis, nous continuons de tisser notre histoire, une page après l'autre, comme dans un conte, dans un bonheur simple, mais très précieux. Donc, après le lycée, direction l'université, où j'ai la tête pleine de projets et d'enthousiasme. Mais à ma grande surprise, le jour de la rentrée, la formation au cinéma et art du spectacle a disparu. Et me voilà plongé dans les arts plastiques. Ce fut une petite tempête, mais je décidai de persévérer.
Pendant 2 longues années, je patiente, bien décidé à suivre la voie de l'audiovisuel. J'ai la chance d'avoir des professeurs qui acceptent que je fasse de la vidéo à la place de la peinture. Enfin, le jour de l'entretien pour l'IUP audiovisuel arrive, et ce sont mes petits films, tournés avec mes amis, qui me donnent la clé du passage. Grâce à eux, j'obtiens mon ticket d'entrée en IUP. Je vais jusqu'au master, avec tout le sérieux d'un étudiant passionné. Enfin, passionné, soyons honnêtes, que par les matières qui m'intéressaient. À la fin de mes études universitaires, on me propose même de faire une thèse. Mais pour moi, pas question de rester coincé ici. Je refusais car mon rêve était ailleurs. Il était derrière la caméra, prêt à capturer des histoires et à en créer toujours plus. Putain, il pèse une blinde le bouquin. Mais il y a une chose que je dois avant tout à l'université, bien sûr, ce sont les stages. En 2006, me voilà embarqué dans mon tout premier stage dans une télévision locale. Je monte les matchs de foot, encore et encore. Autant dire que l'ennui s'installe vite, mais heureusement, cela ne dure qu'un mois. Puis arrive l'année d'après mon deuxième stage, dans une agence de communication. Ici, l'expérience est plus amusante. Cette fois, je touche vraiment à la vidéo. Surtout pour faire des portraits clients. Le plus fun, c'est que j'ai carte blanche, parce que ceux avec qui je travaille ne connaissent rien. Alors je fais des vidéos en toute liberté, explorant peu à peu cet univers visuel qui m'attire tant. En 2007 arrive alors une année charnière, une rencontre vient tout bouleverser. C'est comme si le destin avait arrangé les choses pour que je croise le chemin d'une productrice à la recherche d'un stagiaire. Mais au lieu de m'orienter vers un stage classique, elle me propulse assistant réalisateur sur un court-métrage. D'un coup, me voilà en plein cœur d'un vrai plateau de tournage, entouré de caméras, de perches, de décors, d'éclairage. C'est là, dans ce tumulte créatif, que je comprends. Je suis là où je devais être. Chaque geste, chaque coordination entre les acteurs et les techniciens, chaque seconde de préparation, tout me semble naturel, presque inné. Je découvre cette incroyable sensation d'être dans mon élément, comme un poisson dans l'eau. J'ai chaud là avec le feu de cheminée à côté. Et ça, la productrice le remarque. Constatant ma passion, elle va plus loin. Elle me propose de me suivre dans la réalisation de mon tout premier court-métrage. Ce projet prend vie sous le nom de La Fleur de l'Hawaï. Une aventure d'héroïque fantasy, tournant en mini-DV, avec des moyens dérisoires, mais un rêve immense. Le scénario, coécrit avec un ami du lycée, est une vieille histoire que je transporte depuis longtemps. Avec le peu de budget, nous décidons d'investir dans l'essentiel. Nous payons 2 techniciens, le transport, la nourriture et les assurances. La base pour faire tourner l'équipe. On démarre, elle et moi, avec des moyens modestes, mais le projet prend forme, brut et passionné. Et cette première œuvre m'apprend tellement. C'est un chemin semé d'embûches, de découvertes et de victoires inattendues. Lorsque le film est terminé et que je le présente en festival, l'incroyable se produit. La Fleur de l'Hawaï décroche le prix de la meilleure mise en scène et du meilleur cadrage dans un festival. Ces récompenses sont gravées à jamais dans ma mémoire, car elles viennent sceller cette première aventure cinématographique, celle qui aura ouvert la porte aux prochaines. C'est durant cette période aussi que je vis mes premières aventures professionnelles et que je commence à gagner ma vie. Dans de petites agences de films institutionnels, je découvre donc le monde de l'audiovisuel, celui des portraits d'entreprise et des films corporate. Avec passion et détermination, je parcours la région, caméra en main, à la rencontre de diverses PME, PMI et autres petits clients. Mon objectif était clair, je voulais atteindre mes heures d'intermittent. Pour y parvenir, je réunis mes économies et je m'équipe de mon fidèle 600D, un appareil simple mais fiable à l'époque, accompagné d'un micro-rod. Cette petite configuration devient mon outil pour longtemps, celui qui me permet de donner vie à de nombreux projets enrichissants. Je filme pour les entreprises locales, je capture des histoires de travailleurs, de patrons et d'artisans, tout en affinant mes compétences. Ainsi, chaque projet, chaque rencontre et chaque heure passée derrière la caméra me plaît. Une caméra dans les mains et j'étais heureux. Toujours en 2007, la chaîne No Life fait son apparition sur nos écrans. Ou des séries comme Noob, Le Visiteur du Futur, Flanders Company, Nerds ou encore le Hard Corner prennent vie. No Life est plus qu'une chaîne de télé pour moi. C'est un laboratoire de créativité, un lieu où de véritables passionnés partagent leur monde et beaucoup d'émissions me parlent, me touchent et m'inspirent. Grâce à No Life, ma fascination pour le Japon se transforme en véritable aspiration, un rêve que je nourris de plus en plus intensément et quelques années plus tard, ce rêve se réalise enfin. Avec ma campagne, nous foulons le sol japonais en 2012, puis encore en 2017 et de nouveau en 2019. Ce pays m'envoûte comme nul autre. Sa culture, sa sérénité, ses paysages. Je m'y sens tout simplement bien, comme si une part de moi y trouvait enfin son équilibre.
Un rêve éveillé grâce à cette passion qui a grandi avec No Life. C'est très inconfortable cette position. Et puis, grâce à La Fleur de l'Hawaï, en 2008, une véritable aventure commence pour moi. Je m'envole pour Pékin pour mon dernier stage universitaire, 3 mois en audiovisuel. Ce film, que j'avais présenté lors de mon entretien, est devenu ma clé d'accès vers ce pays lointain. Moi qui n'avais jamais pris l'avion, je me retrouve soudain à survoler des continents, à traverser des fuseaux horaires pour arriver en Chine. Merci mon petit film qui m'a permis de réussir l'entretien d'embauche. À Pékin, tout est nouveau, vibrant et exaltant. J'ai la chance incroyable de réaliser et monter des images qui seront diffusées en France à des heures de grande écoute pour une société de production. Mon travail touche donc un public bien plus large que je n'aurais osé imaginer. Être à l'autre bout du monde grâce à La Fleur de l'Hawaï, mon court-métrage amateur, qui l'aurait imaginé? Ces 3 mois de stage à Pékin m'ont enseigné plus en matière de technique que des années d'apprentissage à l'école. C'est également là que j'ai eu la chance de distribuer mon court-métrage La Fleur de l'Hawaï à plus de 100 000 exemplaires dans un magazine spécialisé dans la vidéo. À ma grande surprise, je deviens le sujet principal de cette publication, qui rédigea pas moins de 6 pages sur ma modeste aventure cinématographique. L'article, rédigé en chinois, reste pour moi un mystère, car près de 20 ans plus tard, je n'ai jamais eu de traduction digne de ce nom, et je ne sais toujours pas ce qu'il raconte. Mais peu importe, car cette expérience inoubliable à l'autre bout du monde m'a ouvert des portes et m'a fait rêver encore plus grand. À cette période, je ne manquais pas une miette des programmes de No Life, réalisant qu'il était possible de donner vie à des séries TV avec des bouts de ficelle. Ça a résonné en moi, et je savais alors que c'était exactement ce que je voulais faire. Je voulais sauter le pas. J'écrivis un pilote, rassemblai une équipe passionnée et me lançai dans le tournage. 1 an plus tard, j'envoyai le pilote à la chaîne, et quelle ne fut pas ma joie lorsque nous fûmes acceptés pour la diffusion. L'aventure Devil Slayer sur No Life s'étendit sur une année, un véritable parcours du combattant, mais ô combien formateur. C'est là que je rencontrai des acteurs et des techniciens, des âmes complices avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Cette expérience pleine de défis et de joie renforça ma passion pour l'audiovisuel et me fit comprendre la magie de créer des histoires ensemble. Les tournages et la diffusion s'étalent presque pendant 1 an. C'est un marathon du tourné-monté. Je m'occupais de la post-production tout seul. J'avais tout de même la chance d'avoir un ingénieur du son pour mixer les épisodes, le son n'étant pas mon domaine de prédilection. Alors cette aventure, c'était prenant, stressant, parfois même écrasant. Mais qu'est-ce que c'était jouissif de voir notre travail diffusé à la télévision. Les retours des spectateurs ajoutaient une dimension incroyable à l'aventure. Et grâce à cette série, j'ai eu l'opportunité de me rendre plusieurs fois dans les locaux de la chaîne et j'ai même eu l'honneur de présenter leur émission phare 101%. À suivre. Devil Slayer. À côté de ça, mes aventures en tant que cadreur et monteur se poursuivent. Toujours l'univers de la publicité web et du corporate. Mon fidèle 600D m'accompagnait alors dans toutes mes réalisations. Mais avec le temps, j'ai eu la chance de passer à la Blackmagic 2,7K, puis à la Blackmagic 6K, qui m'accompagne encore aujourd'hui pour vous raconter ce conte, par exemple. Chaque nouvelle caméra m'a ouvert de nouvelles manières de créer et d'appréhender mon métier. Grâce aux avancées technologiques, je me sens de plus en plus libre et de plus en plus créatif aussi. En 2010, toujours aux côtés de la même productrice, je tourne mon premier court-métrage professionnel avec dans un des rôles principaux la talentueuse Corinne Maziero. Ce film, intitulé Orphir, est une adaptation d'un conte de Jean Lemauve pour le grand écran. Tout est mis en œuvre pour faire du vrai cinéma. Décors somptueux, costumes d'époque, matériel de pointe et une équipe de passionnés. Je vis un rêve éveillé sur ce plateau de tournage incroyable, où les lumières et les costumes racontent des histoires. Orphir parcourt une trentaine de festivals à peu près, me permettant ainsi de me forger une belle carte de visite. Grâce à cette expérience, j'enchaîne ensuite de nombreuses prestations audiovisuelles et je continue à gagner ma vie en faisant ce que j'aime, tenir une caméra et réaliser des trucs. Les années qui suivent sont marquées par de belles aventures professionnelles, où je gagne ma vie en tant que cadreur, monteur et bien plus encore. Certaines années s'avèrent plus difficiles que d'autres bien sûr, avec des défis à surmonter et des projets qui ne se concrétisent pas toujours comme voulu. Pourtant, chaque année, je suis émerveillé de constater que, malgré les obstacles, je parviens à vivre de ma passion, une caméra toujours à la main. C'est un chemin parsemé d'imprévus et de découvertes, mais chaque moment passé derrière l'objectif renforce ma conviction et je suis à ma place dans cet univers de l'audiovisuel. C'est ainsi que nous arrivons petit à petit en 2015. Alors que la fiction se faisait plus rare pour moi, en tant que réalisateur, une étincelle s'éveilla en moi. Je décidai de relancer un projet audacieux, un court-métrage intitulé Transfert. Ce film de science-fiction, se déroulant en huis clos, explorait une uchronie fascinante sur la suite de la Seconde Guerre mondiale.
Pour réaliser cette œuvre, je m'entourais d'une équipe solide, professionnelle et pleine d'enthousiasme. Manu Lanzi à la direction des combats, Vernon Dobchev et David Doucan dans les rôles principaux du film. Chaque jour sur le plateau était une nouvelle aventure. Chaque échange avec mes collaborateurs renforçant notre lien et notre détermination. Bien que la post-production s'éternisait quelque peu, je ne pouvais contenir ma joie à l'idée de découvrir le résultat final de notre travail acharné. Puis malheureusement, vient la pandémie, un événement inattendu qui bouleversa nos vies. Pourtant, au lieu de laisser cela m'abattre, je décidai de faire l'avant-première de Transfert sur Twitch en 2020. Quel bonheur de voir que, malgré les circonstances, 170 spectateurs se rassemblèrent pour partager ce moment unique. 170, ça peut paraître très peu, mais pour Twitch à l'époque, c'est un très joli nombre. Le film parcourut ensuite le monde, participant à 150 festivals et gagnant plus de 80 prix, prouvant ainsi que même dans les moments les plus sombres, la créativité et l'enthousiasme pouvaient illuminer notre chemin. Et ce projet, en fait, il renforça ma conviction que chaque histoire mérite d'être racontée. Toujours en 2015, alors que le soleil brille en Floride, un rêve devenu réalité prenait forme. Ma compagne et moi partageons une passion dévorante pour les parcs d'attractions, avions décidé de vivre 3 semaines à explorer les merveilles de Walt Disney World et Universal Orlando. Et bien sûr, chaque jour était une aventure magique, c'était vraiment un voyage au pays des rêves, loin des tracas du quotidien de la France. Nous nous laissions emporter par l'excitation des manèges, les spectacles enchanteurs et l'atmosphère féerique qui nous entourait. C'était un véritable rêve éveillé, où le temps semblait s'arrêter et où l'insouciance des enfants régnait en maître. Mais comment parler de ma passion pour les parcs d'attractions sans évoquer Efteling, ce trésor des Pays-Bas que nous avons découvert la même année. Cet endroit est unique, chaque recoin est imprégné de magie. Et il me fait sentir comme chez moi. C'est le seul endroit sur Terre où, dès que je mets les pieds dans les allées, je laisse tous mes soucis derrière moi. Là-bas, je me sens parfaitement détendu, porté par l'enchantement qui m'entoure. Ces souvenirs en Floride, mélangés à ceux d'Efteling, sont comme des bulles de bonheur, me rappelant que la magie des parcs d'attractions est bien plus qu'un simple divertissement. C'est un refuge où je peux me reconnecter à l'enfant qui sommeille en moi. Le 21 janvier 2018, avec ma compagne, nous avons décidé d'officialiser notre union en nous pacsant. C'était une formalité, mais qui reste une étape importante dans notre vie ensemble. Et une étape que nous avons bien sûr fêtée à Efteling. En novembre 2018, un tournant majeur se dessine dans ma vie avec l'achat de notre première maison. Dans ce nouvel espace, j'ai imaginé et conçu un petit studio ainsi qu'une salle de cinéma. Bien que tout ne fût pas parfait, j'en étais profondément heureux. Cet espace m'a offert l'opportunité d'améliorer mon travail à domicile et de commencer à créer du contenu sans limite. Pendant une petite année, je me suis amusé sur Twitch, partageant mes passions et mes créations avec une minuscule communauté. Mon petit studio personnel est devenu un sanctuaire de créativité, un lieu où je pouvais donner vie à mes idées, quand je le souhaitais, sans obstacle ni retenue. Chaque moment passé là-bas permet de m'épanouir librement dans la création de contenu. Et au moment où on achète cette maison, survint la pandémie de Covid-19. Nous sommes en guerre. Et comme pour tant d'autres, mon travail s'arrêta brusquement. En 2021, dans ce contexte de confinement, je me dis que ma petite histoire et mes expériences pourraient intéresser les gens. Et c'est ainsi que naît ma chaîne YouTube, Jonas Screen. Joy to the world, the Lord. Avec l'espoir de partager ma passion, mes envies et mes conseils, j'ai commencé à créer du contenu pour un public plus large. Chaque vidéo était une occasion de transmettre mon amour pour l'audiovisuel, d'échanger des idées et d'inspirer d'autres passionnés si possible. C'était un nouveau chapitre dans mon parcours. Je n'avais jamais fait ça. Si, par un simple partage sur YouTube, j'arrivais à inspirer ou à motiver ne serait-ce qu'une ou deux personnes, ce serait déjà un magnifique cadeau. En 2023, arrive une nouvelle étoile dans ma vie, bien évidemment, mon fils. Il est le seul rayon de soleil à travers cette année remplie de difficultés. Une violente agression m'a plongé dans l'ombre. Les problèmes du quotidien sont devenus des montagnes à gravir, et j'ai sombré dans une profonde dépression. Pourtant, au cœur de cette tempête, sa présence lumineuse, ainsi que le soutien sans faille de ma compagne, me permettent de rester à flot. Mon petit bonhomme, avec ses cheveux blonds, me rappelle sans doute l'enfant rêveur que j'étais. Et il me rappelle quand même que dans les moments les plus sombres, la lumière peut toujours percer. Et c'est tout cela qui m'amène devant vous, aujourd'hui, à vous raconter ce conte sur YouTube, à vous raconter donc l'histoire de ce petit blondinet qui rêvait de créer des images. J'espère que cette aventure continuera encore longtemps. Et voilà, chers amis, l'histoire de ce petit garçon des Hauts-de-France, moi, bercé par les rêves et les récits, qui, à travers les épreuves,
a transformé sa passion pour l'audiovisuel en un véritable chemin de vie. Mon parcours a été somme toute parsemé de rencontres marquantes, de défis et de découvertes, mais il a fasciné l'homme que je suis aujourd'hui devant vous. Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in a fields where they lay, keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King of Israel. Et ensemble, si vous le voulez bien, continuons cette grande aventure, faisons grandir cette chaîne et partageons cette passion qui nous unit. Et à tous, je vous souhaite un joyeux Noël! Looked up and saw a star shining in